Jusqu'où ira l'escalade dans le sud du Yémen? Ces derniers jours, la rivalité entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis éclate de manière inédite dans le pays. Toutes les forces militaires du sud sont désormais placées sous le commandement de Riyad, annonce hier du chef du conseil présidentiel. Une décision qui met de facto un coup d'arrêt aux séparatistes, soutenus, eux, je le rappelle, par Abu Dhabi. Alors à quel point le Yémen est-il aujourd'hui pris en étau entre ces deux monarchies du Golfe, autrefois alliées? C'est la question que l'on se pose ce soir avec notre invité Quentin Muller, spécialiste de la région. Bonsoir, merci Bonsoir. d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant, auteur de cet ouvrage L'arbre et la tempête, Socotra, l'île oubliée, publié aux éditions Marchiali. On reparlera d'ailleurs de votre livre tout à l'heure. Mais d'abord, à quoi assiste-t-on en ce moment dans le sud du Yémen? C'est le début d'un nouveau rapport de force régionale? Depuis fin décembre et début janvier, on assiste tout simplement à une empoignade entre l'Arabie saoudite et les Émirats au Yémen. Ce qui est assez curieux parce que normalement ce sont des alliés qui sont censés intervenir dans le pays pour repousser les rebelles houthis qui sont soutenus par l'Iran, donc un rival de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Mais ces deux alliés, eh bien, dans le pays, ont voulu se partager le gâteau et il se trouve que les Émirats ont pris une trop grosse part du gâteau parce que donc début décembre, les supplétifs des Émirats arabes unis, qui s'appellent le Conseil de transition du Sud, ont envahi tout le Yémen du Sud. Donc il leur restait deux régions très importantes que sont à l'est, l'Hadramaout et Mara, et elles ont été envahies de manière assez fulgurante. Et donc les supplétifs, là, le CTS, avaient tout le Yémen du Sud et contrôlait militairement et même politiquement tout le Yémen du Sud. Donc toute la partie jaune que vous voyez, hormis quelques petites poches, avait été envahie par le Conseil de transition du Sud, qui sont des supplétifs des Émirats. Donc les Émirats allaient contrôler toute la partie jaune que vous voyez sur la carte. Et c'est à ce moment-là que l'Arabie saoudite a tapé du poing sur la table. Au départ, ils ont été un peu timides, ils ont été un peu longs à réagir. Ils ont seulement fait quelques communiqués en demandant à ce que les forces séparatistes se retirent et qu'elles laissent le gouvernement gérer la partie sécuritaire de ces zones-là. Ils ont appelé d'ailleurs leurs voisins émiratis, enfin leurs alliés émiratis, à raisonner le CTS, mais rien n'a été fait, rien n'a bougé. Le CTS est resté militairement dans ces zones occupées, et donc l'Arabie saoudite a fini par frapper le Conseil de transition du Sud. Et la première frappe a été le 30 décembre 2025, avec cette livraison d'armes qui arrivait d'un port émirati et qui est arrivé, là on le voit, jusqu'au port de Moukalla, pour livrer des véhicules et du matériel militaire au Conseil de transition du Sud. Et cette livraison a été bombardée par l'Arabie saoudite. Donc vous voyez, c'est du matériel émirati bombardé par l'Arabie saoudite. Donc ce qui fait que la tension a monté d'un cran. Et ensuite, le Conseil de transition du Sud a toujours, à ce moment-là, encore refusé de se retirer. Et donc, le lendemain, il y a eu des frappes, carrément saoudiennes sur les positions militaires du Conseil de transition du Sud. Il y a eu plus de 60 morts côté supplétif émirati. Et à partir de ces frappes-là, le Conseil de transition du Sud s'est retiré des zones envahies. Mais les Saoudiens sont allés beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été satisfaits seulement du départ des supplétifs émiratis des zones envahies en décembre. Les Saoudiens ont envoyé leurs supplétifs sur place récupérer les territoires qui étaient administrés par le Conseil de transition du Sud, donc entre guillemets par les Émiratis. Et ça a fait tache d'huile. Et comme les Émiratis n'ont pas réagi, et ont d'ailleurs été sommés par le gouvernement légitime yéménite et par les Saoudiens de se retirer du Yémen, eh bien, les Saoudiens ont récupéré, avec les Saoudiens / le gouvernement, ont récupéré tout le territoire, et aujourd'hui, ils administrent tout le territoire yéménite. On aurait pu prévoir une telle situation. Quel a été le point de bascule? Comment expliquer justement que les séparatistes aient progressé dans la région? Ça a été qualifié de coup de force par les observateurs, on s'y attendait pas. Alors, les séparatistes ont progressé au Yémen du Sud
Pourquoi ? Parce que ils ont bien senti que depuis 2019-2020, les Saoudiens se retirent progressivement de leur intervention au Yémen. Donc, après des années de bombardements sur les Houthis qui ont commis énormément de victimes civiles, qui ont été très médiatisées dans le monde, l'image saoudienne a été vraiment écornée. Et donc, les Saoudiens se sont dit, bon, nous, la guerre au Yémen, on la délaisse petit à petit, on intervient moins militairement, on se retire, on investit moins économiquement dans cette guerre. Donc les sudistes, les séparatistes, donc soutenus par les Émirats, se sont rendus compte que les Saoudiens étaient moins présents. Donc ils ont petit à petit fait pression et ils ont envahi des territoires depuis 2019. Avec le soutien des Émirats arabes unis. Avec le soutien des Émirats arabes unis, avec le désarmement émirati, avec de l'argent émirati, avec des moyens émiratis. Et ils ont petit à petit envahi Aden. Ensuite, ça a été Abyan. Ensuite, ça a été Socotra. Ensuite, ça a été Chabwa. Et là, ils voulaient envahir Hadramaout et Mara et avoir donc tout le Yémen du Sud et proclamer l'indépendance. Et l'homme que vous avez derrière sur le panneau, Aïdarous al-Zubaydi, qui est le chef des supplétifs émiratis, lui a carrément déclaré qu'en cas d'indépendance du Yémen du Sud, ça c'était en mars dernier, eh bien il signerait les accords d'Abraham avec Israël. Et ça s'est fait sous l'égide des Émirats. On y reviendra. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est la raison pour laquelle ces provinces du Sud sont si sensibles et si stratégiques, notamment pour l'Arabie Saoudite. Alors pour l'Arabie Saoudite, mais ça l'était surtout pour les Émirats. Pourquoi ? Parce que les Émirats voulaient investir toute la côte. Donc on voit la mer d'Arabie qui est sur cette côte-là. Et puis il y a le détroit de Bab el-Mandeb qui est ultra stratégique pour la navigation mondiale. Donc pour l'arrivée en Europe du pétrole et de marchandises venues d'Asie notamment. Et donc les Émiratis ont investi, ont pensé qu'ils pourraient envahir, coloniser le Yémen du Sud. Et ils sont déjà, faut le rappeler, en négociation avec l'Érythrée. Ils sont au Somaliland, ils sont en Somalie aussi. Donc les Émiratis et au Soudan. Donc les Émiratis voulaient avoir le contrôle de cette région. Et ça passait par la colonisation du Yémen du Sud. Mais l'intervention saoudienne, qui est quand même inédite dans l'histoire du Golfe, qu'il y ait autant de tensions entre les Saoudiens et les Émiratis qui sont censés être des alliés, eh bien l'intervention saoudienne a mis fin à cela, en tout cas au Yémen pour le moment. Finalement, la stratégie des séparatistes yéménites qui ont profité, vous le disiez, de ce retrait progressif des forces saoudiennes, ça a révélé en fait les carences dans la stratégie de Riyad pour justement contrôler cette région. Oui, alors je l'ai dit, en fait, Riyad ne savait pas trop comment faire pour sortir de cette guerre. Ils ont laissé apparaître une certaine faiblesse parce que les Émiratis, le CTS, n'auraient jamais osé envahir ces deux régions que sont l'Hadramaout et Mara. Ils se sont sentis humiliés, c'est ce que vous dites. Ils se sont sentis humiliés et donc c'est pour ça qu'ils ont réagi. Et puis surtout, les Saoudiens ont déclaré que cette invasion faisait peser une menace sur leur territoire et leurs frontières parce qu'on voit que l'Hadramaout et Mara sont à la frontière saoudienne. Ce qui n'est pas anodin dans le langage diplomatique. Ah non. Et ce qui est très très fort, c'était une déclaration très très forte que les Saoudiens ont fait là, le 30 décembre dernier. Et est-ce que ça suffira justement à mettre un coup d'arrêt aux hostilités ou est-ce qu'on peut s'imaginer que les Émirats continuent à s'impliquer dans la région mais de manière peut-être plus insidieuse ? Il est clair qu'Abu Dhabi va certainement continuer à soutenir l'élan indépendantiste. En fait, il y a cet élan séparatiste, il existe dans la population du Yémen du Sud. Il n'est pas majoritaire, mais il existe, il est populaire. On a vu des images derrière vous de manifestations qui manifestaient... Manifestations à Aden. À Aden, dans la capitale sudiste, qui manifestaient contre l'annonce de la dissolution du Conseil de transition du Sud, sous pression des Saoudiens, vous l'avez dit. Et ça, là, voilà, les gens sont contre ça. Enfin, les gens, pas tout le monde. Une partie des Yéménites du Sud sont contre ça. Et pourquoi ? Il faut le rappeler d'un point de vue historique, c'est qu'après l'unification des deux Yémen, le Yémen du Nord et le Yémen du Sud en 1990, eh bien, les gens du Sud... Beaucoup de gens du Sud se sont estimés floués par cette unification. Floués parce que ils ont subi des humiliations économiques, des humiliations sociales, parce que le Nord était bien plus riche, bien plus fort. C'est comme quand l'Allemagne de l'Ouest a absorbé l'Allemagne de l'Est. Il y a eu énormément de violence symboliques. Et les gens du Sud ont souffert de ça. Et donc, ils veulent, depuis très longtemps, se séparer du Yémen du Nord, qui leur a apporté aussi beaucoup d'ennuis, la guerre, etc. Donc, certains, pas tout le monde, souhaitent l'indépendance du Yémen. Mais justement, comment mesurer ce sentiment anti-saoudien dans cette région ?
Est-ce qu'il est mesurable? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il progresse dans le sud du Yémen? Côté partisan du Conseil de transition du Sud, il y a ce sentiment anti-saoudien qui a émergé parce que les Saoudiens ont bombardé leurs troupes, les Saoudiens ont dissous ce groupe-là, mais il y a aussi énormément de Yéménites qui remercient l'Arabie saoudite d'avoir fait cela, parce que le Conseil de transition du Sud, ce n'est absolument pas un mouvement démocratique. Pendant des années, il a arrêté énormément d'opposants politiques. Les prisons de Emirati / CTS étaient pleines. Donc il y a aussi l'action saoudienne, si je puis dire, elle a été aussi très populaire dans certaines parties de la population sudiste. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces derniers développements ont largement mis à mal le statu quo qui était extrêmement fragile au Yémen. À quoi faut-il s'attendre dans les prochaines semaines? Comment vous analysez, comment vous regardez avec justement votre œil de spécialiste ces derniers développements? Je pense que 2026 va être une année charnière pour le futur du pays et surtout pour la suite de cette guerre civile qui existe depuis plus de 11 ans maintenant, 12 ans, parce que là on est en 2026. Donc est-ce que les rebelles Houthis soutenus par l'Iran vont profiter de la Bérésina au sein même du camp gouvernemental pour lancer des offensives? C'est pas le cas pour l'instant? Pour l'instant, c'est pas le cas, mais moi, mes retours de terrain me disent que les Houthis se préparent à lancer une grande offensive. Les Houthis sont aussi en position de négociation avec les Saoudiens pour signer un accord de paix. Cet accord de paix-là, il n'est pas garanti parce que les Houthis ont une force de frappe très importante sur les installations pétrolières saoudiennes, peuvent aussi menacer l'Arabie saoudite de déstabilisation. Et on voit bien, les pays du Golfe ont besoin de stabilité sécuritaire pour attirer des investissements étrangers et puis pour exister en fait sur la scène internationale. Et donc, est-ce que les Houthis vont négocier? Est-ce que les Houthis vont lancer une offensive? Ils ont un rôle à jouer dans justement cette résolution Oui, je veux dire, les Houthis, si aujourd'hui, demain, ils lancent une offensive, la guerre va reprendre, parce que là, la guerre est en statu quo, il y a une espèce de cessez-le-feu qui existe depuis 2022, mais qui est tacite, qui n'est pas officiel. Si les Houthis décident de négocier, eh bien là, la négociation va être compliquée, parce que les puits pétroliers et les champs de gaz sont du côté des forces gouvernementales. Les Houthis demandent 50% sur les rentes pétrolières et gazières, parce qu'ils n'ont pas ce pétrole et ce gaz. Jusque-là, les séparatistes n'étaient pas contents que les Saoudiens puissent seulement négocier avec les Houthis. Et donc, les séparatistes, c'est pour ça, je pense, qu'ils ont envahi la Dramaout, qui est riche en pétrole, donc cette région à l'est du Yémen, riche en pétrole, parce qu'ils voulaient avoir plus de main sur la négociation à venir entre les Houthis et l'Arabie saoudite. Alors, depuis mercredi, une cinquantaine de membres du Conseil donc, de transition du Sud sont à Riyad à l'invitation du Royaume, qui cherche à apaiser les choses, mais ils sont injoignables. Vous me le disiez hors antenne, la plupart refusent de s'exprimer, et surtout auprès des médias étrangers. Pourquoi ont-ils à ce point peur de communiquer? Eh bien, la délégation qui est arrivée en Arabie Saoudite devait s'envoler avec Aïdarous Al-Zubaydi, qui est le chef du CTS. Sauf qu'au dernier moment, leur chef a décidé de ne pas embarquer dans l'avion de Aden à Riyad, et il s'est enfui. Donc la délégation est arrivée sans leur chef. Il y a eu un mandat... Aïdarous Al-Zubaydi était wanted, il était vraiment recherché par les Saoudiens. Et donc le chef ayant refusé l'invitation de Riyad pour s'expliquer, le groupe le Conseil de transition du Sud a été forcé d'annoncer la dissolution de l'entité. Et ça, c'est la délégation certainement qui a eu des pressions à Riyad contre cette entité-là pour qu'elle annonce la fin du Conseil de transition du Sud. Là, ça, c'est pour la délégation qui est à Riyad. Ensuite, il y a des cadres du Conseil de transition du Sud qui sont encore au Yémen et qui, eux, disent « Non, on n'a pas dissous, on ne reconnaît pas cette dissolution, on est toujours là. » Et vous voyez, ils ont mobilisé énormément de population à Aden pour montrer qu'ils sont toujours présents. Et ça va être quelque chose de très important à venir,
pour l'année 2026. Comment les Saoudiens vont résoudre cela? Et d'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils allaient organiser une grande conférence pour régler le problème de la cause sudiste. Donc c'est largement entre les mains de l'Arabie Saoudite. Largement, oui. C'est eux qui ont la main. Pour que justement le Yémen cesse d'être seulement un échiquier régional et retrouve un statut d'État à part entière, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, pour être Oui, honnête. ce qui est très très difficile aujourd'hui pour le gouvernement yéménite, qui est tensé de toutes parts, y compris dans son propre camp, donc avec les sudistes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on se rend au Yémen, moi j'y étais en septembre et en octobre, eh bien, il y a les écoles, certaines régions, les écoles, ils sont fermées depuis plus d'1 an. Il y a des problèmes d'accès à l'eau potable, des coupures d'électricité constantes. Il y a un manque de tout en termes de matériel, d'infrastructures publiques. Et on a des groupes, des groupes militaires qui raquettent ici et là. On a par exemple l'armée nationale dont les soldats ne sont plus payés. Donc, si vous voulez, les soldats, pour gagner leur gagne-pain, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'au checkpoint, de temps en temps, ils raquettent des businessmen. Mais ça, c'est un problème pour les Yéménites au quotidien. Et voilà, ouais, donc ça, c'est dramatique. Il nous reste très peu de temps. Je voudrais juste signaler donc votre livre L'arbre et la tempête, qui s'intéresse donc au coup d'État des séparatistes sur cette île yéménite de Socotra, et qui est très emblématique pour comprendre ce qui se joue en ce moment justement au Yémen du Sud. Donc j'invite tous nos téléspectateurs, voilà, on le voit à l'antenne, à le lire. Pour terminer, je vous ai demandé hors antenne de choisir une image, celle que vous souhaitiez, pour parler de ce Yémen fracturé. Voilà, on la voit. Vous avez choisi le portrait d'une figure de l'opposition au Conseil de transition du Sud et des Émirats arabes unis, Riyad Al-Nadi. Vous le voyez comme une figure montante au Yémen. Oui, c'est une figure montante. Je l'ai suivi, lui et ses hommes, pendant 15 jours. C'est un ancien commandant d'Al-Qaïda qui s'est reconverti dans la politique. Il a créé son parti l'année dernière, qui s'appelle Tayyar. Et c'est un des rares partis dans ce pays qui parle de services publics, qui parle d'éducation, qui parle du rôle de l'État, d'un État central qui agirait d'un point de vue infrastructure publique, d'un point de vue service public, mais qui laisserait une autonomie aux régions. Et ça, c'est quelque chose d'inédit au Yémen. Et lui se rêve d'un avenir comme Ahmed Al-Shara, qui est passé de djihadiste à aujourd'hui président transitoire en Syrie. D'ailleurs, il a fait le djihad en Irak avec des conseillers d'Ahmed Al-Shara, donc il aurait pu le croiser à ce moment-là. Et c'est quelqu'un qui a vraiment abandonné la cause djihadiste pour s'intéresser et surtout s'investir dans la cause nationale. Et vous l'avez rencontré, et votre interview est à retrouver sur sur le magazine Le Temps, le magazine suisse, et je travaille sur un long format à propos de ce monsieur. À propos donc de Riyad Al-Nadi. Merci beaucoup Quentin Muller, auteur de L'arbre et la tempête, Socotra, l'île oubliée pour comprendre ce qui se passe en ce moment au Yémen du Sud plus précisément. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de cette première demi-heure d'infos. On revient dans moins de 3 minutes. Restez avec nous.